Bonjour à tous et bienvenue dans les histoires d'horreur de Monsieur Mystique. Ce soir, nous vous présentons 5 récits terrifiants et véridiques survenus à bord de navires de croisière, des expériences qui briseront à jamais votre illusion de sécurité en pleine mer. Ces histoires ne sont pas des fictions, mais des témoignages authentiques partagés par des membres d'équipage et des passagers ayant vécu des événements défiant toute explication logique, alors qu'ils se trouvaient à des kilomètres de toute côte. Chaque récit provient directement de personnes ayant survécu à des rencontres avec l'inexplicable, le dangereux, et l'impossible, à bord de navires où la fuite n'est pas une option. L'océan recèle des mystères que l'humanité commence à peine à entrevoir. Les bateaux de croisière naviguent sur des eaux où les frontières entre notre monde et quelque chose de plus sombre s'estompent. Si vous êtes en quête de récits horrifiques ancrés dans des témoignages réels, qui entreront vos pensées bien après les avoir entendus, abonnez-vous à les histoires d'horreur de Monsieur Mystique et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les vérités terrifiantes que d'autres refusent de reconnaître. Après ces récits glaçants, nous vous encourageons à partager vos propres expériences ou réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Que vous ayez navigué sur ces eaux ou que vous souhaitiez simplement discuter de ce que nous avons découvert, préparez-vous à plonger dans les ténèbres qui rôdent sous les vagues et dans les couloirs métalliques des navires, où l'aide est à des heures, voire des jours de distance. C'était en mars 2023. Camilla travaillait comme barmaid à bord du Méditerranéan Star, l'un de ces immenses paquebots qui ressemblent davantage à une ville flottante qu'à un bateau. Un endroit où l'on pouvait marcher pendant 20 minutes sans jamais croiser le même couloir 2 fois, où des milliers de passagers se déplaçaient sur les ponts comme des bancs de poissons, anonymes et éphémères. Camilla travaillait depuis 3 mois au Starlight Lounge, sur le pont 8, et pensait avoir tout vu de la vie nocturne en croisière, le rythme habituel des cocktails servis aux touristes, le bruit des machines à sous du casino voisin, l'océan infini qui s'étendait dans l'obscurité chaque nuit. Tout cela changea la nuit où elle rencontra la femme en robe rouge. Il était environ 23h30, et le lounge commençait à se vider. La plupart des passagers étaient partis au casino ou s'étaient retirés dans leur cabine. Camilla essuyait le bar, comptant les minutes avant la fin de son service à minuit, lorsqu'elle la remarqua. La femme était assise seule à une table près des fenêtres du sol au plafond, vêtue d'une robe du soir rouge vintage qui semblait tout droit sortie des années 1950. Ses cheveux étaient coiffés en Victory Rolls parfait, et elle portait un collier de perles qui captait la lumière tamisée du lounge. Tout chez elle semblait soigneusement étudié, délibérément à l'ancienne, comme si elle était sortie d'une photographie en noir et blanc pour entrer dans le monde moderne. Camilla la regarda fixer l'obscurité des eaux méditerranéennes, les mains jointes sur la table devant elle. Elle ne consultait pas son téléphone. Elle ne parlait à personne. Elle restait simplement immobile, avec une expression sur le visage que Camilla ne parvenait pas à déchiffrer. Ce n'était pas de la tristesse, exactement, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui mettait Camilla mal à l'aise même à distance. Après quelques minutes, Camilla s'approcha de la table, son instinct de serveuse prenant le dessus sur son malaise. Elle demanda si la femme souhaitait commander quelque chose. La femme se tourna lentement, et lorsque leurs regards se croisèrent, il y eut un moment de reconnaissance qui semblait impossible. La femme sourit, mais ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le genre de sourire que l'on offre lorsqu'on reconnaît quelque chose que l'on a perdu. Elle commanda un martini, très précis, 3 olives et une touche de citron. Camilla prépara le cocktail et le lui apporta, le posant délicatement sur la surface en bois poli. La femme la remercia d'une voix douce qui semblait venir de très loin, puis elle dit quelque chose qui fit frissonner Camilla, « Tu ressembles tellement à elle, à ma fille. » Camilla ne sut que répondre. Elle offrit un sourire poli, celui que les employés de service perfectionnent au fil des années pour gérer les commentaires étranges des passagers, et s'éloigna. Mais la femme tendit la main et toucha le poignet de Camilla, ses doigts glacés malgré l'air chaud du lounge. « S'il te plaît, murmura-t-elle, laisse-moi te regarder, ne serait-ce qu'un instant. » Camilla resta figée tandis que la femme étudiait son visage avec une intensité qui semblait intrusive, comme si elle essayait de mémoriser chaque détail. Après ce qui lui sembla une éternité, mais qui ne dura probablement que 30 secondes, la femme relâcha son étreinte et se rassit. Elle prit le verre de martini, mais ne but pas, se contentant de le tenir entre ses mains, comme si elle essayait d'absorber son froid. Camilla s'excusa et retourna au bar, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait dû. Elle se dit que ce n'était qu'une passagère solitaire, peut-être une mère ayant perdu sa fille, et qui voyait des ressemblances là où il n'y en avait pas. Les bateaux de croisière attiraient toutes sortes de personnes, y compris celles qui fuyaient leur chagrin. Mais lorsque Camilla jeta un coup d'œil vers la table du coin quelques minutes plus tard, la femme était toujours là,
le martini intact entre ses mains. La nuit suivante, la femme réapparut. Même table, même robe rouge, même perle, même martini intact que Camilla lui apporta sans qu'elle ait à le demander. Cette fois, la femme ne se contenta pas de la regarder. Elle parla davantage, sa voix gagnant en force au fil des minutes. Elle raconta à Camilla l'histoire de sa fille, Sarah, une jeune femme de 23 ans qui avait disparu. Elle décrivit Sarah dans les moindres détails, ses longs cheveux noirs qu'elle portait en tresse dans le dos, son habitude de mordre sa lèvre inférieure lorsqu'elle se concentrait, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, vestige d'un accident d'enfance. Et tandis que la femme parlait, Camilla ressentit une étrange sensation de reconnaissance. Elle aussi portait ses cheveux longs et noirs en tresse. Elle aussi mordait sa lèvre inférieure en réfléchissant. Et elle aussi avait une petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche, après être tombée de son vélo à l'âge de 7 ans. La femme fouilla dans un petit sac à perles accroché à sa chaise et en sortit une photographie. Elle était ancienne, les couleurs passées et les bords usés par le temps. Elle la fit glisser vers Camilla, et lorsque cette dernière la regarda, son souffle se bloqua dans sa gorge. La jeune femme sur la photo aurait pu être son double. Même forme de visage, mêmes yeux, même sourire. Les seules différences étaient les vêtements et la coiffure, qui dataient la photo des années 1980. Camilla demanda où la photo avait été prise, sa voix à peine audible. Le visage de la femme se décomposa légèrement, et elle répondit, à bord d'un bateau de croisière, la semaine avant sa disparition. Ce fut alors que Camilla apprit que Sarah avait disparu lors d'une croisière en Méditerranée à l'été 1987. Elle voyageait avec sa mère, la femme en robe rouge, pour célébrer son diplôme universitaire. La 4e nuit de la croisière, Sarah était montée sur le pont supérieur pour admirer le coucher de soleil et n'était jamais revenue. L'équipage avait fouillé chaque centimètre du navire. La garde côtière avait été appelée. Des plongeurs avaient exploré les eaux où le bateau naviguait, mais Sarah avait simplement disparu, comme si elle avait franchi une porte vers une autre dimension et l'avait refermée derrière elle. Depuis, la femme cherchait des réponses, prenant croisière après croisière sur le même itinéraire, espérant trouver une trace de sa fille, une explication à cette disparition impossible. Camilla ne savait que dire. Elle murmura quelques mots de sympathie inadéquats et retourna à ses tâches derrière le bar, mais ses mains tremblaient en servant les autres passagers. La femme resta jusqu'à la fermeture du lounge à 2 heures du matin, assise dans son coin avec son martini intact, fixant les eaux sombres. Lorsque Camilla partit pour la nuit, la femme était toujours là, et un agent de sécurité dut l'escorter doucement jusqu'à sa cabine. La 3e nuit, la femme réapparut. À ce stade, Camilla avait commencé à redouter ses quarts de travail, vérifiant la table du coin toutes les quelques minutes, mêlant peur et fascination. La femme semblait avoir plus d'énergie cette fois, plus d'urgence. Elle parla à Camilla de l'enquête sur la disparition de Sarah, des théories allant du suicide au meurtre en passant par la traite des êtres humains. Elle évoqua les autres familles qu'elle avait rencontrées au fil des ans, des personnes dont les proches avaient également disparu de navires de croisière dans des circonstances mystérieuses, des cas à peine mentionnés dans les médias et rapidement oubliés par tous, sauf par ceux qui restaient. Puis, alors que la nuit avançait et que le lounge se vidait, la femme se pencha en avant et dit quelque chose que Camilla n'oublierait jamais, elle n'est jamais rentrée à la maison. Mais parfois, je pense qu'elle est toujours là, toujours sur l'eau, toujours en attente. Camilla demanda ce qu'elle voulait dire, mais la femme se contenta de secouer la tête et de se lever, lissant sa robe rouge de ses mains légèrement tremblantes. Elle prit son sac à perles et se dirigea vers la sortie. Camilla l'appela, voulant poser plus de questions, voulant comprendre ce qui se passait. La femme s'arrêta dans l'embrasure de la porte et se retourna. Dans la lumière tamisée du lounge, son visage semblait vaciller comme un vieux projecteur de film qui saute des images. Elle sourit de ce même sourire triste et connaisseur, et dit « Prends soin de toi, Camilla. L'océan ne rend jamais ce qu'il prend. » Puis elle disparut. Camilla resta un instant immobile, le cœur battant, puis prit une décision. Elle devait en savoir plus. Elle devait comprendre qui était cette femme et si son histoire était réelle. Après la fin de son service, elle descendit au bureau de sécurité sur le pont 3 et demanda de l'aide pour identifier une passagère. Elle décrivit la femme en détail, la robe rouge, le style vintage, le collier de perles, la table du coin dans le Starlight Lounge. L'agent de sécurité de service consulta la liste des passagers et demanda un numéro de cabine ou un nom de famille. Camilla réalisa qu'elle n'avait ni l'un ni l'autre. La femme n'avait jamais commandé de boisson avec une charge sur la chambre ou une carte de crédit.
Les martinis étaient simplement apparus sur le bloc-notes de Camilla, faisant partie de sa routine nocturne, et elle n'avait jamais remis cela en question. L'agent de sécurité fronça les sourcils et demanda à Camilla de décrire à nouveau la femme. Il consulta les enregistrements vidéo du Starlight Lounge, faisant défiler les images des 3 dernières nuits. Camilla regarda l'écran, attendant de voir la femme en rouge apparaître dans le coin près des fenêtres. Mais alors que les images défilaient, son sang se glaça. Elle se vit elle-même se déplacer dans le lounge, servant des boissons à divers passagers, essuyant le bar. Elle se vit marcher vers la table du coin à plusieurs reprises, poser des verres de martini et rester là comme si elle écoutait quelqu'un parler. Mais la chaise en face d'elle était vide. La table du coin ne montrait aucune autre personne. Sur les enregistrements, Camilla semblait parler à l'air, servir des boissons à un client inexistant. L'agent de sécurité regarda Camilla avec inquiétude et lui demanda si elle se sentait bien, si elle avait besoin de voir le personnel médical du navire. Camilla insista pour dire qu'elle allait bien, qu'il devait y avoir une erreur avec les caméras, un bug technique qui n'avait pas enregistré la femme. Mais même en le disant, elle savait à quel point cela semblait invraisemblable. L'agent suggéra à Camilla de prendre quelques jours de congé, de se reposer, peut-être de parler à quelqu'un du stress lié au quart de nuit. Camilla quitta le bureau engourdi, l'esprit en ébullition face à des possibilités qui semblaient toutes impossibles. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans sa petite cabine d'équipage sur le pont 2, fixant le plafond et pensant à la femme, à Sarah, à la photographie montrant un visage identique au sien. Le lendemain matin, elle se rendit à la bibliothèque du navire, un petit espace calme sur le pont 5 que la plupart des passagers ignoraient au profit des piscines et des casinos. Elle utilisa l'un des ordinateurs publics pour rechercher des informations sur les disparitions en croisière en 1987. Après quelque temps, elle trouva un bref article de journal méditerranéen daté d'août 1987. Il rapportait qu'une jeune américaine nommée Sarah Collins avait disparu du Méditerranéan Star lors d'un voyage de Barcelone à Rome. Sa mère, Margaret Collins, voyageait avec elle. Les recherches avaient été abandonnées après 3 jours. Aucune trace de Sarah n'avait jamais été retrouvée. Camilla sentit la pièce tourner autour d'elle. Le Méditerranéan Star, le même navire sur lequel elle travaillait actuellement. Elle chercha plus d'informations sur Margaret Collins et trouva un avis de décès de 2003. Margaret était morte d'un cancer à l'âge de 68 ans dans un hospice de Boston. L'avis mentionnait qu'elle était prédécédée par sa fille Sarah, décédée en 1987. Une photographie accompagnait l'avis, une petite image en noir et blanc d'une femme plus âgée portant une robe simple et un collier de perles. C'était la même femme qui s'était assise dans le Starlight Lounge 3 nuits de suite. Camilla imprima l'article et l'avis de décès, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit laisser tomber les papiers. Elle les apporta au bureau de sécurité et les montra au même agent que la veille. Il les lut attentivement, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Il demanda à Camilla si elle était certaine qu'il s'agissait de la même femme, et Camilla répondit oui, elle en était absolument sûre. L'agent passa quelques appels. En quelques heures, des membres seniors de l'équipage furent impliqués, réexaminant les enregistrements vidéo, vérifiant les dossiers, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Personne ne pouvait l'expliquer. Les images montraient clairement Camilla interagissant avec une chaise vide. Aucune passagère correspondant à la description de Margaret Collins n'était enregistrée sur la croisière actuelle. Les dossiers du navire confirmaient qu'une passagère nommée Sarah Collins avait effectivement disparu en 1987 et que sa mère Margaret était à bord. Mais Margaret était morte depuis 20 ans. Il n'y avait aucune explication logique à ce que Camilla avait vécu. Aucune manière rationnelle d'expliquer les conversations, la photographie, les détails spécifiques que Camilla ne pouvait pas connaître. L'histoire se répandit parmi l'équipage en quelques jours, comme c'est toujours le cas dans l'environnement clos d'un navire. Certains pensaient que Camilla avait tout imaginé, une hallucination induite par le stress dû aux longues heures et à l'isolement. D'autres la croyaient complètement, partageant leurs propres expériences étranges accumulées au fil des années en mer. Des récits de passagers apparaissant et disparaissant, de voix entendues dans des couloirs vides, de présences ressenties au milieu de la nuit lorsque le navire était loin de toute côte. Camilla ne savait plus quoi croire. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle avait parlé à Margaret Collins, qu'elle avait vu la photographie de Sarah, qu'elle avait senti le contact glacé des doigts sur son poignet. Elle demanda un transfert sur un autre navire, mais le processus prendrait des semaines. En attendant, elle continua à travailler ses quarts au Starlight Lounge, surveillant toujours la table du coin près des fenêtres, attendant toujours que la femme en rouge réapparaisse.
Mais Margaret ne revint jamais. La table du coin resta vide, occupée occasionnellement par d'autres passagers qui ignoraient son histoire, s'asseyant là en riant et en buvant, regardant les eaux sombres de la Méditerranée sans y penser à deux fois. Camilla travaille toujours sur des navires de croisière, bien qu'elle ait finalement été transférée sur un autre bateau. Elle a 26 ans maintenant et n'a pas revu Margaret Collins depuis ses 3 nuits de mars 2023. Mais parfois, lorsqu'elle ferme le bar tard dans la nuit et que le lounge est vide, à part le bruit de l'océan au-delà des fenêtres, elle aperçoit du coin de l'œil une lueur rouge. Parfois, elle voit le reflet dans le miroir derrière les bouteilles, une femme en vêtements vintage assise seule à une table qui devrait être vide. Et parfois, dans les instants avant de se retourner, elle entend une voix qui semble venir de très loin, répétant sans cesse les mêmes mots, « Prends soin de toi ». L'océan ne rend jamais ce qu'il prend. Lorsque Camilla se retourne, il n'y a rien, seulement des chaises vides, des eaux sombres et le mouvement incessant d'un navire qui ne s'arrêterait jamais, qui n'atteindrait jamais une destination finale, qui ne libérerait jamais les fantômes errant dans ses couloirs à la recherche de quelque chose qu'ils ne trouveraient jamais. Camilla n'en parle plus. Elle a appris que certaines expériences ne peuvent être partagées, ne peuvent être expliquées, ne peuvent être comprises par ceux qui n'ont pas franchi cette frontière entre le monde des vivants et ceux qui existent au-delà. Elle garde la photographie et l'avis de décès dans un dossier dans sa cabine. Preuve de quelque chose qui a peut-être eu lieu, ou peut-être pas, preuve d'une femme morte depuis 20 ans, mais qui continue de faire des croisières sur le Méditerranée en star, qui continue de chercher sa fille, qui s'assoit toujours dans des coins en robe rouge et perles, avec un sourire portant plus de chagrin que tout être vivant ne devrait en porter. Et Camilla se demande, tard dans la nuit, lorsque le sommeil ne vient pas et que le navire oscille doucement sous elle, ce que Sarah Collins a trouvé lorsqu'elle a franchi cette porte invisible en 1987. Elle se demande si Sarah est toujours quelque part, arpentant les ponts d'un navire existant dans un autre temps, une autre dimension, essayant toujours de retrouver le chemin vers sa mère. Elle se demande si elle-même était destinée à voir Margaret, s'il y avait un but à ces 3 nuits, un message qu'elle était censée recevoir ou comprendre. Mais plus que tout, elle se demande pourquoi cette ressemblance, pourquoi cette photographie montrant son propre visage la regardant depuis 36 ans dans le passé, pourquoi cette cicatrice au-dessus de son sourcil et cette façon de mordre sa lèvre, et ces longs cheveux noirs qu'elle porte en tresse. Elle se demande si Sarah Collins est vraiment partie, ou si, d'une manière ou d'une autre, défiant toutes les lois de la nature et du temps, Sarah a trouvé un moyen de revenir après tout. Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel R. Cette histoire s'est produite pendant ma lune de miel en croisière dans les Caraïbes en septembre 2022. Je tiens à préciser que je n'ai jamais été quelqu'un qui croit aux fantômes ou aux phénomènes paranormaux. J'ai étudié l'ingénierie à l'université. Je travaille avec des faits concrets et des données mesurables. Tout dans ma vie a toujours eu une explication logique, une cause et un effet rationnel. Mais ce qui s'est passé sur ce navire de croisière a remis en question tout ce que je croyais comprendre de la réalité. Et 2 ans plus tard, je ne peux toujours pas l'expliquer de manière cohérente. Elena et moi nous sommes rencontrés pendant notre 3e année à l'université de Floride. Elle étudiait l'histoire de l'art et moi, j'étais dans le programme d'ingénierie. Nous nous sommes assis l'un à côté de l'autre dans un cours de philosophie que ni l'un ni l'autre ne voulait particulièrement suivre, et nous avons sympathisé en partageant notre frustration face aux lectures imposées. Nous avons été en couple pendant 3 ans après l'obtention de notre diplôme, vivant dans un petit appartement à Tampa pendant que je travaillais pour une entreprise de construction et qu'elle travaillait dans un musée local. Lorsque je lui ai fait ma demande en mariage sur la plage au coucher du soleil, elle a dit oui avant même que j'aie terminé ma phrase. Nous avons passé les 2 années suivantes à économiser pour le mariage et pour une véritable lune de miel, mettant de côté un peu d'argent à chaque paie jusqu'à ce que nous ayons enfin assez pour réserver une croisière de 7 jours dans les Caraïbes à bord d'un navire appelé le Royal Majesty. Le Royal Majesty était immense. L'un de ces paquebots modernes qui ressemblent davantage à un hôtel flottant qu'à un navire traditionnel. Il comptait 15 ponts, plusieurs restaurants, 3 piscines, un casino, un théâtre et suffisamment d'options de divertissement pour occuper 3500 passagers pendant des semaines. Notre cabine se trouvait sur le pont 9, numéro 9428, ce que la compagnie de croisière appelait une cabine intérieure. Elle n'avait ni fenêtre ni balcon, mais elle était propre et confortable, avec un lit queen size, une petite salle de bain et suffisamment d'espace de rangement pour nos bagages. Nous ne prévoyions pas de passer beaucoup de temps dans la cabine de toute façon. L'idée même de la croisière était d'explorer le navire et de visiter les différents ports d'escale. Elena est petite, environ 1,60 m, avec des cheveux auburn qui lui tombent sur les épaules et des yeux bruns qui semblent changer de couleur selon la lumière.
Elle a cette façon de s'enthousiasmer pour les petites choses, comme les animaux en serviette que le personnel d'entretien laissait sur notre lit chaque soir ou les sculptures de glace complexes du restaurant buffet. Je suis grand, un peu plus de 1,80 m, avec des cheveux bruns et des yeux bruns, et une carrure qui vient du temps passé à la salle de sport, sans excès. Nous avions tous les deux 28 ans à l'époque, et nous avions l'impression que toute notre vie s'étendait devant nous, pleine de possibilités et d'aventures. Les 2 premières nuits à bord furent parfaites. Nous avons dîné dans la salle à manger chic avec des nappes blanches et des repas de 5 services. Nous avons regardé le coucher de soleil depuis le pont en sirotant des cocktails tropicaux servis avec de petits parasols. Nous avons mal dansé dans la boîte de nuit du navire et ri de nous-mêmes. Nous sommes restés éveillés tard dans la nuit à parler de notre avenir, d'acheter une maison et, éventuellement, d'avoir des enfants, et de toutes les choses normales que discutent les jeunes couples nouvellement mariés. La 3e nuit, tout a changé. Nous sommes retournés dans notre cabine vers 23 h après avoir assisté à un spectacle de magie dans le théâtre principal. Elena est allée dans la salle de bain pour se préparer pour la nuit pendant que je m'asseyais sur le bord du matelas et vérifiais mon téléphone pour les messages. C'est alors que je l'ai entendu pour la première fois. Le son provenait du mur à ma gauche, le mur qui séparait notre cabine de celle d'Accent Grave côté. Ce n'étaient pas des sanglots bruyants et théâtraux, mais des pleurs silencieux et désespérés. Le genre de pleurs qui semblent durer depuis des heures, comme si la personne qui les émettait avait épuisé ses larmes, mais ne pouvait s'empêcher de continuer à pleurer par réflexe de douleur. Je me suis levé et j'ai collé mon oreille contre le mur, écoutant attentivement. Le son provenait clairement de la cabine voisine. Cela ressemblait à une femme, bien qu'il fût difficile d'en être certain à travers la barrière du mur. Elena est sortie de la salle de bain et m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit d'écouter. Elle a collé son oreille contre le mur à côté de la mienne, et après un moment, ses yeux se sont agrandis. Elle l'entendait aussi. « Devrions-nous appeler quelqu'un ?» a demandé Elena à voix basse. « Et si quelqu'un est blessé ?» J'ai pris le téléphone de notre cabine et j'ai composé le numéro de la réception. La femme qui a répondu avait une voix professionnelle et enjouée. J'ai expliqué que nous entendions quelqu'un pleurer dans la cabine voisine et que nous étions inquiets. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne, puis la femme a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Monsieur, il n'y a pas de cabine à côté de la vôtre. Vous êtes dans la 9428. Les numéros de cabine sur le pont Neuf vont de 9428 à 9430. Il n'y a pas de 9429. » Je lui ai dit que cela n'avait pas de sens. Nous entendions clairement quelqu'un à travers le mur. Elle a insisté poliment mais fermement qu'il n'y avait pas de cabine 9429 sur le navire. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, me sentant confus et mal à l'aise. Elena et moi nous sommes regardés, pensant tous les deux la même chose, s'il n'y avait pas de cabine à côté, qu'entendions-nous ? Nous avons décidé de vérifier dans le couloir. Nous avons ouvert la porte de notre cabine et sommes sortis dans le couloir moquetté. Le couloir était vide, éclairé par de petits appliques muraux qui projetaient une lueur jaune chaude. À notre droite se trouvait la cabine 9430. Mais lorsque nous avons regardé à gauche, nous l'avons vu clairement. Il y avait une porte là-bas, étiquetée 9429 en chiffres de laiton qui semblait plus ancien et plus terni que les numéros en plastique moderne de notre porte. La porte elle-même semblait différente des autres dans le couloir. La peinture était d'une teinte de blanc légèrement plus foncée, et la poignée était en laiton plutôt que le système standard de lecteur de cartes utilisé par toutes les autres cabines. Elena a tendu la main et a essayé la poignée. Elle était verrouillée. Elle a frappé doucement, mais il n'y a eu aucune réponse de l'intérieur. Les pleurs avaient cessé. Tout le couloir était silencieux, à part le bourdonnement sourd du système de ventilation du navire. Nous sommes restés là un long moment, fixant cette porte impossible, avant de finalement retourner dans notre cabine et de verrouiller la porte derrière nous. Aucun de nous deux n'a bien dormi cette nuit-là. La 2e nuit, les pleurs ont recommencé vers minuit. Cette fois, ils ont duré plus longtemps, près d'1 heure de sanglots constants qui semblaient résonner à travers les murs. Je suis sorti dans le couloir et j'ai réessayé la poignée de la cabine 9429, toujours verrouillée. Lorsque je suis retourné dans notre cabine, Elena était assise sur le lit, les bras enroulés autour d'elle, pâle et effrayée. Nous avons rappelé la réception. Une personne différente a répondu cette fois, un homme avec un accent des Caraïbes. Il nous a donné la même réponse, il n'y avait pas de cabine 9429. Lorsque j'ai insisté en disant que j'étais debout dans le couloir, regardant directement la porte, il est devenu silencieux pendant un moment,
puis a suggéré que peut-être nous avions bu et étions confus au sujet des numéros de cabine. J'ai raccroché. La troisième nuit, Elena m'a réveillé à 2 heures du matin en me secouant frénétiquement l'épaule. Lorsque j'ai ouvert les yeux, elle pointait du doigt le mur opposé à notre lit. « Gabriel » a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante, « il y a quelqu'un à la fenêtre. » Je me suis assis rapidement, le cœur battant. Nous avons une cabine intérieure. Il n'y avait pas de fenêtre. Le mur opposé au lit était solide, recouvert d'un papier peint décoratif avec un motif géométrique. Mais alors que je le fixais dans l'obscurité, j'ai vu ce qu'Elena voyait. Il y avait un visage pressé contre le mur, comme si le mur était en verre et que quelqu'un nous observait de l'autre côté. Les traits étaient indistincts, flous et pâles. Mais je pouvais distinguer le visage d'une femme aux cheveux foncés et aux yeux écarquillés et désespérés. Elle semblait articuler des mots, bien qu'aucun son ne traverse. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, elle avait disparu. Elena s'est mise à pleurer. J'ai allumé toutes les lumières de la cabine et j'ai vérifié chaque coin, chaque placard, la salle de bain, partout. Il n'y avait rien ni personne. Le mur était solide et normal, mais lorsque j'ai posé ma main dessus, la surface était glaciale, bien plus froide que la température climatisée de la pièce ne l'aurait permis. La quatrième nuit, nous avons découvert l'eau. Nous étions restés dehors tard, essayant de rester éloignés de la cabine le plus longtemps possible, dansant dans la boîte de nuit jusqu'à près de 3 heures du matin. Lorsque nous sommes retournés et avons ouvert la porte de la cabine, nous nous sommes arrêtés net sur le seuil, fixant le sol. Il y avait des empreintes de pas mouillées sur la moquette, menant de la porte de notre salle de bain à travers le sol jusqu'au mur qui nous séparait de la cabine 9429. Les empreintes étaient petites, comme si elles avaient été faites par des pieds nus, et elles brillaient sous la lumière du plafond, encore humide et fraîche. Toute la cabine sentait l'eau de mer, cette odeur distinctive de sel et de décomposition de l'océan. J'ai vérifié la salle de bain. Le sol était complètement sec. La douche n'avait pas été utilisée. Il n'y avait aucune source logique pour l'eau. Elena a refusé d'entrer dans la cabine. Elle est restée dans le couloir pendant que j'examinais tout, essayant de trouver une explication rationnelle. Il n'y en avait aucune. Finalement, nous sommes allés au bureau des services aux passagers en personne à 3 heures du matin et avons exigé parler à un responsable. La femme au bureau était compatissante mais peu utile. Elle a consulté les informations de notre cabine sur son ordinateur et a de nouveau insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de cabine 9429 nulle part sur le navire. Lorsque j'ai élevé la voix et insisté pour dire que nous avions vu la porte, l'avion touché, elle a proposé d'envoyer des agents de sécurité nous raccompagner dans notre cabine pour le prouver. 2 agents de sécurité nous ont accompagnés jusqu'au pont Neuf. Nous sommes allés jusqu'à la porte de notre cabine et j'ai pointé du doigt vers la gauche, prêt à leur montrer les chiffres en laiton et la poignée à l'ancienne. Mais le mur était lisse. Une peinture blanche uniforme s'étendait de notre porte à la cabine suivante, la 9430, sans porte entre les deux. Je suis resté là, sans voix, tandis que les agents de sécurité échangeaient des regards qui indiquaient clairement qu'ils nous croyaient soit ivres, soit fous. Ils nous ont suggéré de nous reposer et nous ont laissés debout dans le couloir vide. De retour dans notre cabine, Elena et moi nous sommes assis sur le lit en silence. Je savais ce que j'avais vu. Je savais que cette porte avait été là, mais je savais aussi qu'elle avait maintenant disparu, et que je n'avais aucun moyen de prouver qu'elle avait jamais existé. Nous avons envisagé de quitter le navire au prochain port, d'écourter notre lune de miel et de rentrer chez nous en avion. Mais quelque chose en moi refusait obstinément d'être chassé par quelque chose que je ne comprenais pas. Le lendemain matin, je suis parti à la recherche de réponses. J'ai passé des heures à errer dans les zones d'équipage du navire, essayant de trouver quelqu'un qui travaillait sur le Royal Majesty depuis longtemps. Finalement, j'ai rencontré un homme nommé Louis, un ouvrier de maintenance qui travaillait sur le navire depuis près de 20 ans. Il avait la cinquantaine, les cheveux gris et les yeux fatigués. Et lorsque je lui ai demandé à propos de la cabine 9429, son expression a complètement changé. Il a regardé autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait, puis m'a dit de le suivre dans un coin tranquille de la salle de repos de l'équipage. Louis a parlé à voix basse, son anglais teinté d'un accent mais clair. Il m'a dit que la cabine 9429 avait été scellée en 1998 après un meurtre-suicide d'un passager. Un couple en lune de miel, a-t-il dit. Le mari avait tué sa femme, puis s'était suicidé. Leur corps n'avait été découvert qu'après 3 jours, lorsque le personnel d'entretien avait remarqué que le panneau « Ne pas déranger » était resté trop longtemps sur la porte.
Le navire avait subi une rénovation majeure après cet incident, et la cabine 9429 avait été officiellement retirée du système. La porte avait été scellée de l'intérieur, le numéro de cabine effacé de tous les registres, et l'espace avait simplement été absorbé dans la structure du navire. Mais Louis a dit que certains membres de l'équipage voyaient encore des choses. Ils entendaient des pleurs tard dans la nuit. Ils voyaient une porte apparaître dans le couloir qui ne devrait pas être là. Ils trouvaient des empreintes de pas mouillées qui sentaient l'eau de mer. La politique officielle était de tout nier, d'insister sur le fait que la cabine 9429 n'avait jamais existé. Mais la vérité, m'a dit Louis, était que quelque chose subsistait dans cet espace. Quelque chose qui ne pouvait pas se reposer. La 5e nuit, Gabriel s'est réveillé à 3 heures du matin pour trouver la porte de sa cabine grande ouverte. Il s'est assis dans le lit, le cœur battant dans sa poitrine, et a vu une traînée d'empreintes de pas mouillées menant de l'embrasure de la porte jusqu'au couloir. Il s'est levé avec précaution, essayant de ne pas réveiller Elena, et a suivi les traces d'eau. Elle menait le long du couloir, passant devant le mur scellé où la cabine 9429 aurait dû se trouver, jusqu'aux ascenseurs, puis aux escaliers. Gabriel les a suivis, pont après pont, jusqu'à ce qu'il atteigne le pont supérieur, à l'air libre, tout en haut du navire. La femme se tenait à la rambarde, dos à lui. Elle portait une robe de nuit blanche trempée, collée à son corps mince. Ses cheveux noirs, mouillés et emmêlés, lui tombaient dans le dos. Gabriel pouvait entendre sa propre respiration, le vent et le bruit de l'océan bien en dessous. Mais il ne parvenait pas à bouger les pieds. La femme se retourna lentement. Son visage était bouffi et pâle, la peau presque translucide. Ses yeux étaient grands et vitreux, et sa bouche s'ouvrit dans un cri silencieux qui révélait de l'eau sombre à l'intérieur, au lieu d'une gorge. Elle leva un bras et pointa directement Gabriel du doigt, accusatrice, exigeante. Puis elle se retourna vers la rambarde et sauta. Gabriel se précipita en avant, son esprit rationnel hurlant que c'était impossible, qu'il devait appeler à l'aide, qu'il y avait une personne dans l'eau. Il atteignit la rambarde et regarda en bas, cherchant désespérément dans les vagues sombres un signe d'elle. Il n'y avait rien. Pas d'éclaboussure. Pas de rides dans l'eau éclairée par la lune. Rien du tout. La sécurité l'a trouvé là, 20 minutes plus tard, toujours agrippée à la rambarde, fixant l'océan. Elena était avec eux, hystérique. Le navire a déclenché la procédure « Homme à la mer », arrêtant les moteurs et lançant les protocoles de recherche. Les caméras de sécurité ont été examinées. Les images montraient Gabriel marchant seul dans les escaliers et sur le pont, pointant du doigt vers le vide, se précipitant vers la rambarde et regardant en bas vers rien. Il n'y avait aucune femme en robe de nuit blanche. Il n'y avait jamais eu personne d'autre là-bas. Gabriel et Elena ont été immédiatement transférés dans une autre cabine sur le pont 12. Ils ont passé les 2 derniers jours de la croisière principalement dans les espaces publics, évitant leur nouvelle cabine autant que possible. Lorsqu'ils ont finalement débarqué à Miami, Gabriel a eu l'impression de pouvoir respirer correctement pour la première fois depuis des jours. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Gabriel a fait des recherches sur l'histoire du navire une fois rentré chez lui. Il a trouvé de vieux articles de journal de 1998 décrivant l'incident que Louis avait mentionné. Les victimes s'appelaient Thomas et Mary Brennan, mariés depuis moins d'1 mois. L'enquête officielle avait conclu à un meurtre-suicide, bien que certains membres de la famille aient contesté cette conclusion. Gabriel a trouvé une photographie de Mary Brennan dans l'un des articles d'archives. Elle avait les cheveux foncés, la peau pâle et les mêmes yeux désespérés que Gabriel avait vu le fixer depuis la rambarde du pont. 2 ans ont passé depuis cette lune de miel. Elena refuse d'en parler. Elle fait parfois des cauchemars, se réveillant en sursaut et disant qu'elle entend quelqu'un pleurer à travers les murs. Gabriel garde toute la documentation qu'il a collectée dans un dossier dans le tiroir de son bureau. Il a trouvé des forums en ligne où d'autres passagers rapportent des expériences similaires à bord du Royal Majesty, toujours impliquant le pont 9, toujours impliquant la cabine 9429. La compagnie de croisière nie tout, comme Louis l'avait dit. Mais les histoires continuent. Parfois, Gabriel se réveille encore au milieu de la nuit, convaincu d'entendre ses sanglots silencieux et désespérés à travers des murs qui ne devraient pas exister. Et il se demande ce qui serait arrivé s'il avait somehow réussi à ouvrir cette porte verrouillée avec la poignée en laiton. Lui et Elena auraient-ils pu revenir? Ou serait-il devenu une partie de ce qui existe dans cet espace scellé, piégé pour toujours dans une cabine qui, officiellement, n'existe pas, criant à l'aide qui ne viendrait jamais? Merci d'avoir écouté. Si jamais vous croisez à bord du Royal Majesty,
demandez un autre pont. Faites-moi confiance. Riley travaillait comme opérateur radio maritime depuis près de 6 ans lorsque cet incident s'est produit. Le travail n'était pas glamour, mais il était bien payé et permettait à Riley de voyager à travers le monde tout en travaillant sur divers navires de croisière. La plupart des nuits se résumaient à surveiller les fréquences d'urgence, à enregistrer les communications de routine entre les navires et, occasionnellement, à coordonner avec les stations de garde-côte lorsque les bateaux rencontraient des difficultés mineures. C'était un travail répétitif, le genre qui pouvait faire se fondre les heures en un rythme hypnotique de parasites et de signaux automatisés. Riley s'était tellement habitué à ces schémas que toute déviation déclenchait immédiatement des signaux d'alarme dans son esprit. Cette nuit-là, en août 2021, Riley était en poste dans la salle de communication du Pacific Dream, un navire de croisière de taille moyenne transportant un peu plus de 2000 passagers lors d'un voyage de 2 semaines à travers le Pacifique Sud. La pièce était petite et exiguë, située sur le pont 4 dans une section du navire que les passagers ne voyaient jamais. Elle était remplie d'équipements radio, de moniteurs d'ordinateurs affichant divers canaux maritimes et de suffisamment de systèmes de secours pour garantir que les communications pouvaient être maintenues même dans les pires conditions. Riley était assis dans le fauteuil ergonomique qui s'était moulé à sa silhouette au fil de nombreuses nuits de travail, sirotant du café tiède d'un thermos et regardant les lignes vertes de données défiler sur le moniteur principal. À 2h30 précisément, le système d'alerte automatique, Homme à la mer, a enregistré un signal entrant. Le bip électronique aigu a traversé le silence de la salle de communication, et Riley s'est immédiatement redressé, posant son café et affichant les détails du signal sur l'écran. Le système affichait les informations en texte blanc clair sur fond noir, nom du navire, Ocean Serenity, position, à environ 200 000 nautiques au nord-ouest de la position actuelle du Pacific Dream, type d'alerte, Homme à la mer, activation automatique de la balise, horodatage, 2h28. Riley a suivi le protocole standard. L'incident a été enregistré dans la base de données des communications et une notification a été envoyée à la passerelle du Pacific Dream pour informer le capitaine. Les situations, Homme à la mer, étaient toujours sérieuses, bien que la plupart d'entre elles se produisent sur d'autres navires et ne nécessitent que le maintien de la vigilance du Pacific Dream au cas où une assistance serait nécessaire. Riley a envoyé un bref accusé de réception à l'Océan Serenity, puis s'est rassis pour attendre toute communication de suivi. 45 minutes plus tard, à 3h15, une autre alerte est arrivée. Même navire, Ocean Serenity. Un autre signal, Homme à la mer, avec un numéro d'identification de balise différent, indiquant un incident distinct. Riley a froncé les sourcils en regardant l'écran, sentant les premières vagues d'inquiétude. 2 événements, Homme à la mer, en moins d'1 heure sur le même navire étaient hautement inhabituels. Cela suggérait soit un problème de sécurité sérieux, soit, plus inquiétant encore, quelque chose de délibéré se produisant à bord de ce navire. Riley a immédiatement tenté d'établir un contact radio direct avec l'Océan Serenity. Les fréquences d'appel standard n'ont produit que des parasites. Riley a essayé le canal d'urgence, puis les fréquences de secours, puis chaque canal possible qu'un navire de croisière devrait surveiller. Aucune réponse. Juste le sifflement vide des ondes radio traversant l'océan sombre sans personne à l'autre bout pour les recevoir. À 3h45, un 3e signal est arrivé. Ocean Serenity. Homme à la mer. Balise différente. Riley s'est levé de sa chaise, arpentant la petite salle de communication et ressentant une alarme réelle à présent. Quelque chose n'allait pas du tout. Riley a contacté directement la passerelle du Pacific Dream, parlant à l'officier de quart et expliquant la situation. Les officiers partageaient l'inquiétude de Riley et ont autorisé Riley à contacter la station de garde-côte régionale pour signaler les incidents. L'opérateur des garde-côtes qui a répondu à l'appel de Riley était professionnel et calme. Riley a fourni tous les détails, 3 signaux, Homme à la mer, distincts de l'Océan Serenity sur une période d'1 heure et 15 minutes. Aucune réponse aux tentatives d'appel radio. Dernière position connue basée sur les coordonnées de la balise automatique. L'opérateur des garde-côtes a demandé à Riley de patienter pendant qu'elle vérifiait les informations dans la base de données maritime. Lorsqu'elle est revenue en ligne, sa voix avait changé. Elle semblait confuse. Elle a dit à Riley que, selon le registre international des navires et le système de suivi actuel des navires, l'Océan Serenity était actuellement amarré à San Diego, en Californie, pour des réparations programmées. Le navire était hors service depuis les 6 dernières semaines. Il était impossible que des signaux, Homme à la mer, proviennent de ce navire, car l'Océan Serenity n'était pas en mer. Riley a de nouveau consulté les données du signal,
vérifiant et revérifiant les informations. Les codes d'authentification intégrés dans les signaux de balises automatiques correspondaient parfaitement à l'équipement d'urgence enregistré de l'Océan Serenity. Les numéros d'identification des balises correspondaient au gilet de sauvetage attribué à ce navire spécifique. Il ne faisait aucun doute que les signaux provenaient de l'équipement de l'Océan Serenity. Mais si le navire était taqué à San Diego, comment des balises pouvaient-elles s'activer au milieu de l'océan Pacifique? L'opérateur des gardes-côtes a demandé à Riley les coordonnées exactes d'où provenaient les signaux. Riley les a lus à l'écran. Il y a eu une pause, puis l'opérateur a informé Riley qu'elle ne montrait aucun navire dans cette zone sur le système de suivi radar. Les coordonnées indiquaient un océan ouvert, des eaux profondes, loin de toute voie maritime. L'opérateur a dit qu'elle enverrait une patrouille pour enquêter, mais elle semblait sceptique. Riley l'a remercié et a raccroché, sentant une sensation froide se répandre dans sa poitrine. À 4h20, le quatrième et dernier signal est arrivé. Ocean Serenity. Homme à la mer. À ce stade, Riley fixait les moniteurs depuis près de 2 heures, et la fatigue commençait à se mêler à la peur dans une combinaison désorientante. Riley a enregistré le signal automatiquement, notant l'heure et l'identification de la balise dans la base de données. Puis, Riley a fait quelque chose qui ne faisait pas strictement partie de son travail. Riley a commencé à rechercher dans les journaux de communication archivés, remontant des semaines et des mois de données enregistrées, à la recherche de tout signal antérieur de l'Océan Serenity. Ce que Riley a trouvé a transformé la sensation froide en glace. Il n'y avait aucun signal pour l'année en cours, mais en remontant exactement 12 mois en arrière, en août de l'année précédente, il y avait des entrées, 4 signaux, hommes à la mer, de l'Océan Serenity, tous survenus à la même date, le 15 août, à des intervalles d'environ 45 minutes. Les heures correspondaient presque exactement aux signaux que Riley venait de recevoir. Et en remontant encore 12 mois avant cela, ils étaient là encore. 4 signaux, même navire, même date, mêmes intervalles. Riley a imprimé les journaux archivés et les a comparés côte à côte avec les données de cette nuit. Le schéma était indéniable. Chaque 15 août depuis 3 ans, les mêmes 4 signaux, hommes à la mer, avaient été enregistrés, supposément provenant de l'Océan Serenity, malgré le fait que le navire était taqué pour des réparations depuis 6 semaines, et qu'il n'avait pas été près de ses coordonnées lors des occurrences précédentes. Riley a rappelé la station des gardes-côtes et a parlé au même opérateur. Riley a expliqué le schéma, les signaux identiques survenant à la même date chaque année. Le scepticisme de l'opérateur s'est quelque peu estompé alors qu'elle consultait ses propres archives historiques et confirmait ce que Riley rapportait. Elle a dit qu'un navire de patrouille avait été envoyé aux coordonnées et devrait arriver dans environ 3 heures. Elle a promis de contacter Riley avec toute découverte. Riley a passé le reste de son quart de travail à essayer de trouver une explication rationnelle. Une défaillance de l'équipement semblait possible, sauf que les signaux avaient des codes d'authentification valides. Une sorte de canular ou de farce semblait peu probable étant donné la cohérence sur plusieurs années et le fait que l'activation frauduleuse des balises d'urgence était un crime fédéral grave. Les phénomènes naturels interférant avec l'équipement radio ne pouvaient pas expliquer la spécificité de l'identification du navire et des numéros de balises. Lorsque le quart de travail de Riley s'est terminé à 6 heures du matin, il n'y avait eu aucune nouvelle des gardes-côtes. Riley est retourné dans sa cabine mais n'a pas pu dormir, restant allongé dans sa couchette étroite et fixant le plafond tandis que le navire oscillait doucement sur les vagues. À midi, Riley est retourné dans la salle de communication bien que ce fût ses heures de repos. L'opérateur de jour a levé les yeux, surpris, lorsque Riley est entré. Riley a demandé s'il y avait eu des mises à jour des gardes-côtes concernant l'enquête sur l'Océan Serenity. L'opérateur de jour a consulté les messages et a secoué la tête. La patrouille des gardes-côtes avait atteint les coordonnées vers 7h30 ce matin-là. Ils avaient effectué une recherche approfondie de la zone en utilisant le radar, le sonar et l'observation visuelle. Ils n'avaient rien trouvé. Aucun débris, aucun gilet de sauvetage, aucun signe qu'un navire ait été dans la zone récemment. L'eau à cet endroit était profonde de plus de 900 mètres, et la cartographie des fonds marins ne montrait rien d'autre qu'un fond marin vide. Les gardes-côtes avaient officiellement classé l'incident comme une fausse alarme causée par une interférence technique inconnue. Mais Riley n'était pas satisfait de cette explication. Au cours des jours suivants, Riley est devenu quelque peu obsédé par ce mystère. Pendant ses heures de repos, Riley a recherché l'histoire de l'Océan Serenity, à la recherche de tout incident pouvant expliquer les signaux fantômes. Ce que Riley a découvert a empiré les choses. Lors d'une croisière dans les Caraïbes en août, 2 ans plus tôt,
4 passagers avaient disparu de l'océan Serenity dans des circonstances mystérieuses. Les incidents s'étaient produits au cours d'une seule nuit, avec des passagers disparaissant de différentes zones du navire sans témoin ni image des caméras de sécurité montrant ce qui leur était arrivé. L'enquête officielle avait conclu à des suicides ou accidents probables. Bien que les corps n'aient jamais été retrouvés, le navire avait été retiré du service peu après pour des réparations et des mises à niveau de sécurité qu'il subissait toujours. Riley a trouvé les dates exactes dans des articles de presse archivés. Les 4 passagers avaient disparu le 15 août, à des heures correspondant presque exactement aux intervalles entre les signaux « Homme à la mer »,« Fantôme ». Leurs noms étaient listés dans les articles. Riley a croisé ces noms avec les numéros d'identification des balises des signaux et a senti les poils de sa nuque se dresser. Les registres d'attribution des gilets de sauvetage montraient que 3 des 4 numéros de balises correspondaient à des gilets qui avaient été attribués à ces passagers disparus. Riley a tenté de signaler cette découverte aux gardes-côtes, à la compagnie de croisière, à quiconque voulait bien écouter. Mais sans preuve physique et avec l'océan Serenity en sécurité à quai à des milliers de kilomètres, il n'y avait rien que quiconque puisse faire. Les incidents ont été classés comme des coïncidences, des bugs techniques dans le système de balises d'urgence, comme le genre d'anomalie étrange qui se produit parfois dans les communications maritimes. 2 semaines plus tard, Riley a reçu un appel téléphonique d'une femme qui s'est présentée comme une ancienne membre de l'équipage de l'océan Serenity. Elle a dit qu'elle avait entendu par le réseau des travailleurs maritimes que Riley posait des questions sur les passagers disparus. Elle a demandé si Riley accepterait de la rencontrer pour un café au prochain port d'escale. Riley a accepté. La femme avait la quarantaine, les yeux fatigués et les mains légèrement tremblantes lorsqu'elle soulevait sa tasse de café. Elle a dit à Riley qu'elle travaillait dans le service d'entretien à bord de l'océan Serenity la nuit où les 4 passagers avaient disparu. Elle a dit que l'histoire officielle était incomplète. Elle a dit que des membres de l'équipage avaient entendu des cris cette nuit-là, qu'ils avaient vu des choses qu'ils ne pouvaient pas expliquer, que les images de sécurité du navire pour ces heures avaient été corrompues ou délibérément effacées. Elle a dit qu'elle et plusieurs autres membres de l'équipage avaient démissionné immédiatement après que le navire ait accosté, refusant de jamais travailler à nouveau sur ce navire. Lorsque Riley a demandé ce qu'elle pensait être arrivé aux passagers, la femme a regardé par la fenêtre vers le port et est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle a dit que l'océan garde ses secrets. Mais parfois, il envoie des messages. Parfois, il nous rappelle qu'il existe des forces que nous ne comprenons pas et des morts qui exigent d'être commémorées. Riley travaille toujours comme opérateur radio maritime, actuellement en poste sur un autre navire, empruntant des itinéraires différents. Mais chaque 15 août, Riley s'assure d'être de service pendant les heures du petit matin. Et chaque année, les signaux arrivent comme une horloge. 4 alertes, Homme à la mer, de l'océan Serenity, un navire qui reste à quai, envoyant des appels de détresse automatisés depuis des gilets de sauvetage portés par des personnes disparues 2 ans plus tôt et jamais retrouvées. Riley les enregistre chaque fois, documentant le schéma que personne d'autre ne semble vouloir reconnaître. Et Riley pense à ces 4 passagers et se demande si les balises d'urgence se sont activées lorsqu'ils ont touché l'eau, ou si quelque chose d'autre déclenche ces signaux, quelque chose qui veut que le monde sache que l'océan ne lâche jamais vraiment les gens qu'il prend. Cela s'est produit lorsque Caleb avait 23 ans, travaillant son premier contrat comme matelot sur un grand navire de croisière. Il avait obtenu son diplôme universitaire en biologie marine au printemps précédent, mais les postes de recherche qu'il espérait étaient rares et très compétitifs. Travailler sur un navire de croisière semblait être un compromis raisonnable, une façon de passer du temps en mer tout en gagnant de l'argent et en réfléchissant à sa prochaine étape. En y repensant maintenant, il réalise qu'il aurait dû prêter plus attention aux avertissements. Il aurait dû écouter les autres membres de l'équipage qui parlaient à voix basse des dangers qui ne venaient pas de l'océan lui-même, mais des personnes avec lesquelles on travaille. Il partage cette histoire parce que les gens doivent savoir que tous les accidents ne sont pas vraiment des accidents. Le navire s'appelait le Freedom of the Seas, un énorme vaisseau transportant plus de 4000 passagers et employant un équipage de près de 1500 personnes de dizaines de pays différents. Caleb avait signé un contrat de 6 mois et s'était présenté pour son service à Miami en juin 2019. Son travail de matelot impliquait des tâches de maintenance, des inspections d'équipements de sécurité et l'assistance aux diverses procédures qui maintenaient le navire de croisière en bon état de fonctionnement. C'était un travail physiquement exigeant, souvent effectué sous une chaleur extrême ou par mauvais temps, mais Caleb l'aimait. Il aimait être à l'extérieur, apprécier la satisfaction de réparer les choses de ses propres mains, et aimait la camaraderie qui se développait parmi l'équipage du pont. Caleb venait d'une petite ville de l'Ohio, enclavée et sans intérêt particulier, et l'océan l'avait toujours fasciné.
Il était grand et mince, avec des cheveux bruns décolorés par le soleil et le genre de bronzage permanent qui vient du travail en extérieur sous des climats tropicaux. Dès sa première semaine à bord, il s'était lié d'amitié avec 2 autres matelots qui sont devenus ses compagnons les plus proches. Marcus était jamaïcain, quelques années plus âgé que Caleb, avec un rire contagieux et une connaissance encyclopédique de la musique reggae. Sophia était philippine, calme et sérieuse, étudiant l'ingénierie par le biais de cours en ligne pendant ses heures de repos. Les 3 travaillaient ensemble, mangeaient ensemble et passaient leur temps libre limité à explorer les ports où le navire était amarré. Leur superviseur était un homme nommé Henrik, un membre d'équipage danois dans la quarantaine qui travaillait sur des navires depuis plus de 20 ans. Henrik était strict mais juste, du genre à exiger l'excellence tout en respectant les personnes sous ses ordres. Il veillait à ce que son équipage prenne des pauses appropriées, vérifiait leur état lorsqu'ils semblaient stressés ou nostalgiques, et les soutenait lorsqu'ils devaient traiter avec l'administration du navire. Caleb respectait Henrik et essayait d'apprendre tout ce qu'il pouvait de lui. Mais il y avait une tension au sein de l'équipage du pont, centrée autour d'un autre membre d'équipage nommé Ivan. Ivan était russe, dans la trentaine, avec une carrure trapue et une expression perpétuellement en colère. Il avait été réprimandé à plusieurs reprises pour ses retards, ses disputes avec les passagers et son incapacité à accomplir les tâches qui lui étaient assignées. 2 mois avant que Caleb ne rejoigne l'équipage, Henrik avait déposé une plainte officielle concernant le comportement d'Ivan, recommandant que son contrat ne soit pas renouvelé. Ivan était au courant de la plainte, et sa rancœur envers Henrik était évidente pour tous ceux qui travaillaient avec eux. Début août, 3 mois après le début du contrat de Caleb, l'exercice mensuel des canots de sauvetage était prévu. Ces exercices étaient des procédures de sécurité obligatoires exigées par la loi maritime pour s'assurer que tous les membres de l'équipage savaient comment déployer et utiliser correctement les canots de sauvetage en cas d'urgence réelle. L'exercice impliquait des équipes de membres d'équipage entrant dans les canots de sauvetage alors qu'ils étaient encore fixés aux côtés du navire, puis descendus partiellement vers l'eau pour tester le système de mise à l'eau, le mécanisme de type grue qui maintenait et contrôlait les canots. C'était une routine, quelque chose que Caleb avait fait 2 fois auparavant sans incident. Henrik avait affiché les affectations des équipes la veille de l'exercice. Caleb, Marcus, Sophia et Ivan étaient assignés au canot de sauvetage 7 sur le côté tribord du pont 5. Lorsque Caleb vit le nom d'Ivan sur la liste avec les leurs, il ressentit une pointe d'inquiétude, mais il la chassa. Les membres d'équipage professionnels mettaient de côté les conflits personnels pendant les procédures de sécurité. C'était un protocole maritime de base. L'exercice était prévu à 9 h du matin un mardi. Le navire était en mer entre 2 ports, naviguant dans des eaux calmes des Caraïbes sous un ciel sans nuages. Caleb, Marcus et Sophia arrivèrent au poste de rassemblement quelques minutes plus tôt, comme ils le faisaient toujours. Ivan arriva exactement à l'heure, l'air déjà irrité par quelque chose. Il ne fit pas de contact visuel avec eux, marmonna quelque chose en russe et resta à l'écart du groupe. Henrik arriva avec son bloc-notes et son équipement de sécurité, fit le briefing, puis leur demanda de monter à bord du canot de sauvetage 7. Le canot de sauvetage était une capsule fermée conçue pour protéger les passagers des éléments lors d'une évacuation d'urgence. Il avait de petites fenêtres rondes, des sièges en banc le long des 2 côtés, et une capacité suffisante pour environ 60 personnes. Caleb monta le premier, s'asseyant près de l'avant. Marcus et Sophia le suivirent, s'asseyant en face l'un de l'autre dans la section centrale. Ivan entra en dernier et s'assit à l'arrière, toujours avec cette étrange expression en colère. Henrik ferma l'écoutille de l'extérieur et se dirigea vers le panneau de contrôle monté sur le pont. À travers la petite fenêtre, Caleb pouvait le voir vérifier les jauges et les interrupteurs. Suivant la procédure standard, Henrik fit un signe de pouce levé, puis le système de bossoir s'engagea avec un grincement mécanique. Le canot de sauvetage se déplaça légèrement lorsqu'il prit le poids complet des 4 membres d'équipage à l'intérieur, puis il commença à descendre. Le processus de descente était censé être fluide et contrôlé, une descente régulière d'environ 6 mètres jusqu'à ce que le canot soit suspendu juste au-dessus de la surface de l'eau, moment auquel il serait remonté et l'exercice serait terminé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils avaient descendu peut-être 3 mètres lorsque le canot de sauvetage a soudainement été violemment secoué sur le côté. Caleb s'est accroché au bord de son siège pour éviter d'être projeté à travers l'intérieur. Sophia a laissé échapper un cri d'alarme. Le canot s'est incliné à un angle dangereux, peut-être 30 degrés par rapport à l'horizontale, et tout le monde à l'intérieur a glissé vers le côté le plus bas. Marcus a crié quelque chose, mais Caleb ne pouvait pas l'entendre à cause du grincement des câbles des bossoirs sous la tension inégale. Le frein d'urgence aurait dû s'engager automatiquement,
arrêtant la descente et verrouillant le canot en place pendant que le problème était évalué. Mais le frein ne s'est pas engagé. Au lieu de cela, le canot est tombé, chutant d'environ 4,5 mètres en moins de 2 secondes avant de heurter la surface de l'océan sur le côté. L'impact a été énorme, un choc violent qui a cogné la tête de Caleb contre le mur et a rempli l'intérieur de bruits de métal stressé et d'eau qui se précipitait. Pendant quelques secondes, tout a été chaos. Le canot a oscillé violemment dans le sillage du navire. De l'eau entrait par un joint endommagé près de l'écoutille, pas en inondation rapide, mais suffisamment pour être dangereuse. Sophia était inconsciente, affalée contre Marcus, avec du sang coulant d'une entaille sur son front où elle avait heurté quelque chose pendant la chute. Son bras était plié à un angle anormal, clairement cassé. Marcus criait dans la radio d'urgence, mais aucun son ne sortait. L'équipement était mort. Caleb regarda vers l'arrière du canot où Ivan était assis. Ivan avait été projeté de son siège pendant la chute, mais semblait indemne, et il souriait. C'était un sourire étrange et satisfait qui glaça le sang de Caleb. Ivan regarda directement Caleb et dit en anglais parfait, « Les accidents arrivent tout le temps sur les navires. » Henrik aurait dû être plus prudent avec l'équipement. À ce moment-là, Caleb comprit que ce n'était pas un accident. C'était délibéré. Ivan avait fait quelque chose au canot, avait saboté le système de bossoir ou le frein d'urgence, ou les deux, dans l'intention de provoquer exactement ce genre de défaillance catastrophique. Et il l'avait fait à cause de sa rancune envers Henrik, sans se soucier de tuer ou de blesser les autres membres de l'équipage piégés dans le canot avec lui. Caleb n'avait pas le temps de traiter la rage qu'il ressentait. Sophia était blessée et peut-être en train de mourir. Il prenait l'eau. La radio ne fonctionnait pas. Il donna un coup de pied dans l'une des petites fenêtres rondes, brisant le verre renforcé avec son talon de botte, et commença à agiter les bras et à crier à l'aide. L'équipe d'urgence du navire avait déjà vu le canot tomber et lançait un canot de sauvetage depuis un autre point de bossoir. En 10 minutes, ils avaient tous été sortis du canot endommagé et ramenés à bord du navire. Sophia fut emmenée en urgence à l'infirmerie avec une commotion cérébrale sévère, un bras cassé et plusieurs côtes fissurées. Elle resta inconsciente pendant 2 jours avant de finalement se réveiller, et elle a toujours des dommages nerveux permanents dans son bras qui ont mis fin à ses rêves de devenir ingénieur. Marcus et Caleb étaient meurtris et secoués, mais physiquement intacts. Ivan affirma avoir blessé son dos pendant la chute, bien que l'examen médical n'ait trouvé aucune preuve de dommage. L'officier de sécurité du navire a immédiatement commencé une enquête. Lorsque le système de bossoir du canot de sauvetage a été examiné, les inspecteurs ont découvert qu'un boulon critique dans le mécanisme de libération avait été partiellement dévissé, juste assez pour qu'il cède sous le poids et le mouvement de la procédure de descente. Les images de sécurité montraient Ivan près du canot de sauvetage la nuit avant l'exercice, seul à un moment où il aurait dû être en dehors de son service. Confronté, Ivan a prétendu qu'il effectuait une inspection de routine, ce qui était techniquement dans ses responsabilités professionnelles, mais hautement inhabituel pour lui de le faire volontairement. Une fouille de la cabine d'Ivan a révélé un journal rempli d'entrées en colère à propos d'Henrik et de la direction du navire. Plusieurs pages décrivaient son désir de leur donner une leçon sur la sécurité et de leur montrer ce qui arrive lorsqu'ils essaient de se débarrasser de bons travailleurs. Les entrées faisaient clairement comprendre qu'Ivan avait prévu une sorte de représailles, bien qu'elle n'admette pas explicitement avoir saboté le canot de sauvetage. Ivan a été arrêté par la sécurité du navire et confiné dans une zone de rétention jusqu'à ce que le navire atteigne le prochain port, où il a été remis aux autorités fédérales. L'affaire judiciaire a traîné pendant des mois, compliquée par des questions de juridiction et le fait que l'incident s'était produit en eaux internationales. Finalement, Ivan a été reconnu coupable de mise en danger délibérée et de négligence criminelle. Il a purgé 2 ans de prison fédérale. Henrik a quitté la compagnie de croisière 3 mois après l'incident. Malgré le fait d'être une victime du sabotage vindicatif d'Ivan, il ne pouvait se débarrasser de la culpabilité d'avoir été au panneau de contrôle lorsque le canot était tombé. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il aurait peut-être dû remarquer que quelque chose n'allait pas, qu'il aurait dû détecter le sabotage avant que l'exercice ne commence, qu'il aurait dû mieux protéger son équipage. Caleb a appris par le réseau des travailleurs maritimes qu'Henrik travaille maintenant dans un chantier naval à Copenhague, sur la terre ferme, ne mettant plus jamais les pieds sur un autre navire de croisière. Caleb a terminé son contrat, mais ne l'a pas renouvelé. Il travaille maintenant dans une installation de recherche marine en Californie, le genre de poste qu'il avait toujours voulu. Bien que le chemin pour y parvenir ait été bien plus traumatisant qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Il fait encore des cauchemars sur le canot de sauvetage qui s'incline,
sur le moment de l'impact avec l'eau, sur la vision du corps inconscient de Sofia sans savoir si elle était en vie. Mais ce qui le hante le plus, c'est le visage d'Ivan, ce sourire satisfait, l'absence totale de remords dans ses yeux. Car la pire partie du travail en mer, comprend maintenant Caleb, n'est pas le danger des tempêtes ou des pannes mécaniques ou de l'océan indifférent qui vous entoure. La pire partie est de réaliser que vous faites confiance à votre équipage avec votre vie. Vous dépendez absolument d'eux. Et lorsque cette confiance est brisée, tout devient dangereux. Toutes les histoires d'horreur de croisière ne concernent pas les passagers, les fantômes ou les disparitions mystérieuses. Parfois, le vrai danger vient des personnes avec lesquelles vous travaillez chaque jour. Ceux qui portent des uniformes et sourient, et abritent des rancœurs qui peuvent devenir mortelles sans avertissement. Lily pense à cette expérience chaque jour depuis qu'elle s'est produite. 3 ans ont passé, et elle ne parvient toujours pas à traiter complètement ce qu'elle a été témoin ou ce qu'elle croit avoir été témoin ce matin de juin 2022. Elle a remis en question sa propre santé mentale plus de fois qu'elle ne peut le compter. Elle s'est demandé si le stress, l'épuisement ou une sorte de rupture psychologique avait poussé son esprit à fabriquer toute l'expérience. Mais au fond d'elle-même, là où la certitude réside au-delà de toute explication rationnelle, Lily sait que ce qui s'est passé à bord du Célestial Voyager était réel. Lily travaillait comme photographe de croisière à l'époque, l'un de ces postes qui semblent glamour, mais qui consistait surtout à rester debout au même endroit pendant des heures, prenant des photos de passagers habillés pour le dîner, ou à suivre des familles à travers le navire, essayant de les convaincre d'acheter des forfaits photos surévalués. Elle faisait ce travail depuis environ 2 ans, travaillant sur divers navires en Alaska et dans les Caraïbes. Le Célestial Voyager était un petit paquebot de luxe transportant un maximum de 800 passagers, s'adressant à une démographie plus âgée et plus aisée qui recherchait une expérience de croisière plus intime. Le voyage était une croisière de 7 jours en Alaska, partant de Seattle et naviguant à travers le passage intérieur vers divers ports où les passagers pouvaient voir des glaciers, de la faune et des villes côtières pittoresques. C'était le 3e jour de la croisière, et Lily s'est réveillée à 7 heures du matin comme elle le faisait toujours, se préparant à installer son poste de photographie sur le pont 5 avant le rush du petit déjeuner. Elle a suivi sa routine habituelle, douche, habillage en uniforme, prise de son équipement photo, et sortie de sa cabine. Le couloir était vide. Ce n'était pas particulièrement inhabituel. 7 heures du matin était tôt pour la plupart des passagers de croisière, qui avaient tendance à faire la grasse matinée en vacances. Mais alors que Lily marchait dans le couloir vers l'ascenseur, elle a remarqué à quel point tout était silencieux. Normalement, même à 7 heures, il y aurait des bruits, des chariots de ménage déplacés, le cliquetis lointain de la préparation du service du petit déjeuner, d'autres membres de l'équipage se rendant à leur poste. Mais ce matin-là, il n'y avait rien d'autre que le bourdonnement mécanique des moteurs et du système de ventilation du navire. Lily a atteint les ascenseurs et a appuyé sur le bouton. En attendant, elle a jeté un coup d'œil autour du couloir, ressentant les premières vagues d'inquiétude. Chaque porte de cabine était fermée. Aucun panneau « Ne pas déranger » accroché au poignet. Aucun plateau de service laissé dehors pour être ramassé. Juste des rangées de portes identiques s'étendant dans les 2 directions, silencieuses et immobiles. L'ascenseur est arrivé et Lily est entrée, appuyant sur le bouton du pont 5. Alors que l'ascenseur montait, elle a essayé de chasser cette étrange sensation qui la gagnait. Lorsque les portes se sont ouvertes sur le pont 5, Lily est sortie dans l'atrium principal. C'était le cœur du navire, un espace ouvert à plusieurs étages avec des ascenseurs en verre, un grand escalier, des balustrades décoratives à chaque niveau, et normalement des centaines de personnes en mouvement à tout moment. Mais l'atrium était complètement vide. Lily est restée là, son sac d'équipement photo accroché à son épaule, fixant l'espace vide. Les lumières étaient allumées. Les fontaines décoratives fonctionnaient, mais il n'y avait pas une seule personne en vue. Lily a marché rapidement vers le restaurant principal sur le pont 6. Les portes étaient maintenues ouvertes, et à l'intérieur, elle pouvait voir les tables dressées pour le petit déjeuner. Les stations de buffet étaient remplies de nourriture et de plats chauffants. De la vapeur s'élevaient des urnes à café. Des fruits frais étaient disposés en présentations artistiques. Tout semblait prêt pour le service. Mais il n'y avait aucun passager en train de manger et aucun membre de l'équipage en train de travailler. Juste des tables vides et l'odeur des œufs, du bacon et le silence inquiétant d'un espace conçu pour la foule mais qui n'en contenait aucune. La panique a commencé à monter dans la poitrine de Lily. Elle a sorti son téléphone et a essayé d'appeler son superviseur. L'appel est allé directement sur la messagerie vocale.
Elle a essayé d'envoyer des messages à plusieurs collègues. Aucune réponse. Elle a couru vers le pont de la piscine sur le pont 7. Les piscines étaient remplies d'eau reflétant le ciel du matin. Les chaises longues étaient disposées en rangées nettes, certaines avec des serviettes déjà étalées. Le bar était prêt pour les affaires, mais il n'y avait pas une seule personne sur tout le pont. Lily est retournée à l'intérieur et a commencé à courir à travers le navire, vérifiant frénétiquement les zones des passagers. Le casino était vide, les machines à sous silencieuses et sombres. Le théâtre avait ses lumières allumées et les rideaux de scène tirés, mais chaque siège était vide. Les magasins étaient déverrouillés avec des marchandises exposées sur les étagères et des caisses enregistreuses prêtes à traiter les transactions, mais aucun vendeur et aucun client. Lily s'est rendue sur le pont des cabines et a commencé à frapper aux portes, criant pour que quelqu'un réponde. Sa voix résonnait contre les murs, mais personne n'a répondu. Elle a couru vers les zones de l'équipage, pensant qu'il y avait peut-être eu une sorte d'exercice d'urgence qu'elle avait manqué. Mais la salle à manger de l'équipage était vide. La buanderie fonctionnait, les machines tournoyant des charges de linge, mais aucun travailleur n'était présent. Les bureaux administratifs étaient vides, les ordinateurs allumés et les économiseurs d'écran faisant défiler des images promotionnelles de l'équipage. Puis Lily s'est rendue sur la passerelle. La porte de la passerelle aurait dû être verrouillée. Elle l'était toujours. L'accès était restreint aux officiers supérieurs uniquement. Mais lorsque Lily a atteint la lourde porte métallique, elle était entrouverte d'environ 15 cm. Elle a hésité, les mains tremblantes, et l'a poussée plus largement. La passerelle était vide. Les panneaux de contrôle brillaient avec des affichages montrant la route, la vitesse et la position du navire. Des tasses de café reposaient sur la console, encore chaudes au toucher lorsque Lily y a posé ses doigts. Un sandwich à moitié mangé était posé sur le siège du capitaine. Des cartes de navigation étaient étalées sur la table. Mais il n'y avait ni capitaine, ni officier, personne pour piloter un navire qui naviguait actuellement dans les eaux de l'Alaska avec 800 passagers à bord. Le navire fonctionnait en pilotage automatique. Lily a réalisé que les systèmes se dirigeaient eux-mêmes, maintenant le cap et la vitesse, mais qu'il n'y avait personne aux commandes. Elle est restée sur la passerelle vide, son esprit luttant pour traiter la situation impossible. Où étaient passés tous les gens ? Les 600 passagers et 200 membres d'équipage ne pouvaient pas simplement avoir disparu. Il devait y avoir une explication rationnelle. C'est alors que Lily a remarqué le morceau de papier posé sur la table de navigation. C'était une feuille unique écrite en lettres majuscules nettes. Le message était simple et terrifiant, pont 2, cale de chargement 3. Lily a tenu le papier avec des doigts tremblants. Chaque instinct lui hurlait de ne pas descendre au pont 2, de ne pas enquêter sur les cales de chargement, de rester dans la sécurité relative des zones des passagers. Mais elle avait besoin de réponses. Elle devait savoir ce qui était arrivé à tout le monde. Elle a plié le papier et l'a mis dans sa poche, a quitté la passerelle et a pris les escaliers jusqu'au pont 2. Le pont de cargaison était une zone restreinte, industrielle et froide, éclairée par des lumières fluorescentes dures et bordée de portes métalliques nécessitant une autorisation de sécurité pour y accéder. Mais lorsque Lily a atteint la cale de chargement 3, la porte était maintenue ouverte par un coin en caoutchouc. Elle pouvait entendre quelque chose de l'intérieur. Un bourdonnement sourd, électrique ou mécanique, elle ne pouvait pas dire lequel. Elle a franchi le seuil dans la cale faiblement éclairée. La cale de chargement était caverneuse, remplie de conteneurs d'expédition empilés en rangées organisées. Un éclairage d'urgence baignait tout d'une lueur verte pâle. Lily a suivi le bourdonnement plus profondément dans la cale, naviguant autour des conteneurs et de l'équipement. Puis elle a tourné un coin et s'est arrêtée net, son souffle se bloquant dans sa gorge. Ils étaient tous là, chaque passager et chaque membre de l'équipage. Plus de 800 personnes debout, immobiles, dans la cale de chargement. Ils faisaient tous face à la même direction, vers le mur du fond, le dos tourné à Lily. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Il restait simplement là, parfaitement immobile, les yeux grands ouverts et fixant quelque chose que Lily ne pouvait pas voir depuis son angle. Lily voulait crier, mais aucun son ne sortait. Elle s'est approchée de la personne la plus proche, une femme en peignoir qui devait être venue directement de sa cabine. Lily a touché son épaule et l'a secouée doucement. La femme n'a pas réagi. Lily s'est déplacée pour voir son visage. Les yeux de la femme étaient ouverts et fixes, rivés sur le mur devant elle. Lily a vérifié son pouls. Elle était vivante, respirait, mais complètement sans réaction. Enfermée dans une sorte d'état de transe.
Lily s'effrayait un chemin à travers la foule, vérifiant d'autres personnes. Elles étaient toutes pareilles, debout, respirant, vivantes, mais totalement inaccessibles. Puis Lily s'est dirigée vers l'avant de la foule pour voir ce qu'ils fixaient tous. Le mur du fond de la cale de chargement était recouvert de quelque chose, un motif ou un dessin que Lily ne pouvait pas tout à fait mettre au point. Il semblait bouger et se déplacer, bien qu'elle sache que c'était impossible. Des formes géométriques se chevauchaient avec des courbes organiques. Des couleurs qui ne devraient pas exister ensemble le faisaient d'une manière ou d'une autre. Plus Lily regardait le motif, plus il devenait difficile de détourner le regard. Elle sentit son esprit s'embrouiller. Ses pieds ont commencé à avancer d'eux-mêmes, attirés vers le motif. Dans le dernier moment de pensée consciente, Lily a réalisé qu'elle était sur le point de les rejoindre, de devenir une autre figure immobile debout dans l'obscurité. Avec un effort énorme, elle a détourné son regard du motif et a couru. Lily a fui la cale de chargement, ne s'arrêtant que lorsqu'elle fut de retour sur les ponts supérieurs. Elle a essayé d'utiliser l'équipement radio sur la passerelle pour appeler à l'aide, mais rien n'a répondu. Elle a essayé de changer le cap du navire, mais les commandes étaient verrouillées. Les heures ont passé. Lily est restée sur le pont découvert, terrifiée à l'idée de redescendre, terrifiée par ce qu'elle avait vu. Puis, alors que le soleil commençait à se coucher, elle a entendu des voix. Les passagers étaient partout soudainement, parlant et riant, se déplaçant à travers le navire comme si de rien n'était. Les membres de l'équipage étaient à leur poste, travaillant normalement. Lily a couru vers l'atrium et a attrapé le premier membre de l'équipage qu'elle a vu, demandant frénétiquement où tout le monde était passé. Le membre de l'équipage l'a regardé avec confusion, a dit qu'ils avaient travaillé toute la journée. A demandé si Lily se sentait bien. Lily a vérifié l'heure. Sa montre indiquait que seulement 4 heures s'étaient écoulées, mais cela lui avait semblé 12. Elle a demandé aux passagers comment s'était passée leur journée. Ils ont décrit des activités normales, des excursions à terre, des repas, des divertissements. Personne n'avait de trou de mémoire. Lorsque Lily a insisté pour vérifier la cale de chargement 3 avec la sécurité, ils l'ont trouvée verrouillée et normale. Aucun motif sur le mur, aucune preuve que 800 personnes s'étaient tenues là en transe. L'agent de sécurité a dit que la cale avait été scellée tout au long du voyage. Le médecin du navire a examiné Lily et a suggéré le stress et l'épuisement. Lily a terminé le reste de la croisière dans un état de peur, surveillant constamment les autres passagers. Elle a démissionné immédiatement après l'accostage et n'a jamais travaillé sur un navire de croisière depuis. Elle a fait des recherches sur l'histoire du Célestial voyager, mais n'a trouvé aucun incident similaire. Elle a envisagé une aide psychiatrique, mais a décidé de ne pas le faire, sachant que ce qu'elle avait vu était réel. Le pire, ce n'est pas de savoir si cela s'est produit ou si tout le monde fait semblant que non, et de se demander si cela se produit sur d'autres navires. Si des passagers, en ce moment même, se tiennent immobiles dans des cales de chargement tandis que des navires de croisière naviguent sur des océans vides. Si ces histoires vous ont captivé ou effrayé, n'hésitez pas à partager vos propres expériences ou réflexions dans les commentaires. Et si vous avez déjà navigué sur l'un de ces navires, peut-être avez-vous vos propres anecdotes à raconter, ou des secrets à garder. Bonne nuit, et méfiez-vous des eaux sombres.